Donc bienvenue à tous à l'Institut Henri Poincaré. C'est un plaisir, comme toujours, d'avoir le séminaire Bourbafi. Et puis je suis très content qu'il m'ait invité. Donc comme ça boucle la boucle. Donc ils m'ont demandé de vous parler en fait du modèle cosmologique. Et en fait c'est une chose très difficile parce qu'ils m'ont dit explique-nous le modèle cosmologique. Et ça clairement en 1 heure c'est un challenge qui est quasiment inaccessible. Ce que je vais essayer de faire, c'est vous montrer l'architecture de ce modèle, les étapes dans sa construction et d'essayer aussi de voir qu'à chaque type d'hypothèse, il y a des observations qui nous permettent en principe d'aller tester ces hypothèses et de valider ce modèle. Je ne pourrais pas rentrer bien sûr dans le détail technique de chacune de ces observations et chacune en fait mériterait presque un séminaire au moins d'1 heure. Donc la question qu'on se pose, c'est de modéliser le cosmos, modéliser l'univers. Et en fait, la question, on peut la résumer ainsi. On a ce qu'on pourrait voir avec un grand télescope, comme le télescope franco-canadien à Hawaï. Voilà, vous avez plein d'objets. Et puis, à partir de ça, vous aimeriez faire une représentation mathématique et physique de cet univers. Alors ça, c'est la question de base. Et là, comme toujours en physique, quand vous voulez faire un modèle, la question c'est déjà de savoir comment vous allez vous y prendre, quelles vont être les limitations de la construction de ce modèle. Et le modèle cosmologique, par rapport à d'autres domaines de la physique, a plusieurs particularités. Alors tout d'abord, il faut bien réaliser que pour nous, même si on pourrait remettre cette hypothèse en cause plus tard, il n'y a qu'un seul univers. Donc l'unicité de l'univers fait qu'on n'a pas la démarche habituelle finalement de pouvoir utiliser la reproductibilité de certaines expériences pour tester la différence entre des lois, des conditions initiales, comme on le fait en général en physique. L'univers va avoir une histoire si bien qu'on va avoir une dimension historique. On ne va pas simplement pouvoir utiliser la déduction ou l'induction, il va falloir aussi utiliser ce qu'on appelle l'abduction en termes de raisonnement. Et donc, on va reconstruire des scénarios qui vont essayer de décrire l'univers sur la plus grande échelle de temps possible. Et bien sûr, on va essayer de quantifier quel est le scénario le plus probable. Alors, c'est toujours difficile, mais étant donné des a priori théoriques et aussi étant donné les observations qu'on est capable de faire de l'univers. Et ça, c'est quelque chose de très important, de prendre en compte cette dimension historique parce que ça limite un petit peu notre compréhension de l'univers. Ensuite, on va se rendre compte, et ça, par exemple, si vous lisez la presse, je ne sais pas ce qu'il y a avec ce micro. Si vous lisez la presse, par exemple, vous avez régulièrement des articles qui vous expliquent que la matière noire, ça n'existe pas, c'est des inventions de gens, de théoriciens qui ont des imaginations. Si vous prenez chacune de ces explications, vous allez vous rendre compte qu'elles sont fabriquées exactement pour expliquer un fait. Et ce qui est important, c'est le fait qu'une explication va permettre d'expliquer plusieurs faits en même temps, parce qu'à partir du moment où on a une explication simple qui explique plusieurs faits différents, il y a une sorte de robustesse de l'explication et donc qui favorise ce type d'explication. Vous ne faites pas une explication pour expliquer juste un seul phénomène. Ça veut aussi dire que dans ces démarches, il va y avoir une grande importance de l'extrapolation. Extrapolation des lois de la nature que l'on connaît et qui ont été établies dans le système solaire à des échelles cosmologiques pour savoir ce qu'elles nous disent sur l'univers. Et puis aussi, l'exploration de mondes possibles qui, dans un premier temps, sont des mondes théoriques, mais que certains pourraient prétendre être des mondes existants vraiment. Et ça amène à une distinction entre deux types de cosmologie. Alors c'est quelque chose qui a été introduit par George Ellis, qui est ici aujourd'hui. C'est cette distinction entre la cosmologie avec un petit c et la cosmologie avec un grand C. La cosmologie avec un petit c, c'est un petit peu celle qu'on fait tous les jours en laboratoire, c'est-à-dire la cosmologie physique, qui est basée à partir de modèles mathématiques et d'observations, donc on peut réfuter ces constructions. Et la cosmologie avec un grand C, qui est finalement cette discipline millénaire qui est des représentations globales de l'univers, qui ont une portée beaucoup plus métaphysique et philosophique. Mais bien sûr, la première cosmologie, celle avec un petit c, mais des contraintes sur toute cosmologie avec un grand C. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à rappeler à chaque fois que je fais des séminaires, c'est que tous les savoirs scientifiques posent des contraintes sur tous les types de croyances que l'on peut avoir, et ça, que cela nous plaise ou pas. Alors la relativité, la cosmologie relativiste repose sur la relativité générale, et on pourrait même défendre le point de vue qu'avant l'établissement de la relativité générale, il n'y a pas vraiment de cosmologie. Bien sûr, il y a de la cosmologie dans les mondes antiques. On pourrait essayer de faire une cosmologie newtonienne, même si la variabilité d'une telle construction est très largement discutée. Dans le cadre de la relativité générale, on a un ensemble d'équations qui sont ces équations d'Einstein que j'ai écrites ici, qui relient la géométrie de l'espace-temps au contenu matériel de l'espace-temps. Et la question cosmologique serait de savoir quelles sont les géométries de l'espace-temps et les topologies qui correspondent à notre univers. Donc voilà, vous avez un système d'équations, on vous demande de le résoudre pour savoir à quoi correspond notre univers. Donc ça, c'est la première question.
Et dès qu'on pose la question, on se rend compte qu'il y a beaucoup de limitations pour répondre à cette question. Il y a déjà une limitation mathématique, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas résoudre les équations d'Einstein dans leur pleine généralité. C'est un système de 10 équations différentielles, couplées, non linéaires. La semaine dernière, il y a eu un séminaire, une conférence sur les aspects mathématiques de la relativité générale. Eh bien, on voit qu'on connaît un certain nombre de solutions particulières. Dans certains cas, on peut vous dire si elles sont stables, si elles ne sont pas stables, mais on n'a pas de théorème sur l'existence générale de solutions et sur savoir comment résoudre ces équations d'un point de vue général. Ça, c'est les mathématiques. Et puis, il y a aussi une limitation physique qui vient du fait que nous observons l'univers depuis un point particulier qui est ici notre système solaire aujourd'hui, ce qui fait que toute l'information que nous obtenons, qui est de l'information sous forme électromagnétique, nous vient de notre cône passé de lumière, donc vous n'avez accès en fait qu'à une section de notre univers, vous ne voyez pas tout l'univers. Alors ça, la première question serait de se dire, imaginons que j'ai des observations parfaite sur ce cône de lumière, donc sur cet espace à 3 dimensions, est-ce que je suis capable de reconstruire l'ensemble de la géométrie à 4 dimensions? Donc déjà là, on peut prouver que ce n'est pas le cas, il n'y a pas unicité. Et puis d'autre part, dès qu'on fait des vraies observations, de la vraie physique, on voit qu'il n'y a rien, ces données parfaites n'existent pas, donc les catalogues de galaxies sont incomplets. On va vous parler d'une galaxie ou de familles de galaxies, mais en fait, on va faire des classes d'objets qui sont représentatives d'un certain nombre finalement, on oublie l'individualité, chaque galaxie est différente, mais on va vous parler de galaxies naines, de galaxies spirales, mais en fait, il y a un continuum. Ça, c'est comme dans tous les domaines de la science, vous devez faire des catégories, et ces catégories changent avec notre évolution, de la compréhension de la physique. Et donc, on voit que résoudre le problème cosmologique est finalement quelque chose d'inaccessible. Et donc, on va remplacer cette question par une question plus modeste, de savoir si on peut trouver des espaces-temps qui sont des bonnes approximations de notre univers. Et ce qu'on va essayer de tester, c'est à quel point ces descriptions sont valides et à quel point on peut les extrapoler pour remonter le plus possible dans le passé de notre univers. Donc pour faire ça, il faut partir d'un certain nombre d'hypothèses. Donc on va se baser déjà sur la physique théorique. On va considérer toutes les lois que l'on connaît aujourd'hui qui ont été établies en physique théorique, qui ont été validées localement dans le système solaire ou en accélérateur. On va les extrapoler pour faire un modèle cosmologique. Et d'un autre côté, on va avoir des observations qui viennent de l'astrophysique. Et notre idée, c'est de faire un modèle qui est compatible avec ce qu'on sait de la physique locale et qui explique ces observations cosmologiques. Alors pour cela, si vraiment on veut tout dépoussiérer, on va se rendre compte qu'il y a 4 hypothèses principales. Les 2 premières concernent vraiment la physique, la physique théorique. Il nous faut une théorie de la gravitation, on va supposer que c'est la relativité générale. Il faut savoir quelle est la matière contenue dans l'univers, et donc on va prendre tous les champs de particules qui sont dans le modèle standard de la physique des particules. Comme je vais vous l'expliquer, ce n'est pas suffisant, il va falloir rajouter de la matière, donc ce qu'on va appeler de la matière noire froide, et puis une constante cosmologique. Et même avec ça, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire les équations sont trop compliquées, il va falloir trouver des modèles avec finalement certaines symétries. Donc on va faire une hypothèse de symétrie qui s'appelle le principe copernicien. Et même dans ce cadre de modèle, il y a certaines propriétés de ce modèle qui ne sont pas déterminées, qui sont la topologie globale. Donc ces 4 hypothèses ne sont pas sur le même plan. Les 2 premières, c'est vraiment sur la physique. La deuxième, c'est sur les solutions de ces équations. Et la dernière, c'est sur certaines propriétés de ces solutions. Voilà. Donc si vous découvrez une topologie globale, cela ne remet pas en cause les lois fondamentales de la nature. Et donc il faut vraiment bien ordonner toutes ces différentes hypothèses. Et ce qui est important, puisqu'on va vouloir comparer aux observations, donc on doit faire 2 choses, c'est construire un modèle d'univers et se poser la question de savoir comment un observateur dans un tel univers observe son propre univers, puisque c'est ça que l'on va devoir comparer à nos observations. Alors juste d'un point de vue technique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'hypothèse 1, si je suppose que la gravitation est décrite par la relativité générale, ça veut dire que le secteur gravitationnel va être décrit par l'action d'Einstein-Hilbert, donc ici avec le tenseur de Ricci. Et ça c'est la première chose, donc il va nous donner la dynamique en fait pour la géométrie de l'espace-temps. Et ça a une deuxième implication, puisque la théorie de la relativité générale repose sur le principe d'équivalence. Ça veut dire que tous les champs de matière sont coupés universellement à cette métrique, et donc on a la forme générale du couplage des champs de matière à l'espace-temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut aussi tester, donc je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est une hypothèse que l'on peut tester sur toute l'étendue de l'âge de l'univers. Alors ça, on voit qu'on a l'impression qu'on connaît tout sur le contenu en matière et son lien à la gravitation. Il faut faire attention parce que, quelque part, implicitement, il y a une procédure de Moyen-Âge qui n'est pas décrite ici.
Si je veux décrire la matière aux échelles, disons, de plusieurs fois la distance entre galaxies, que je vais avoir une sorte de gaz de galaxie, vous vous rendez bien compte que d'avoir l'action pour les particules élémentaires comme les quarks et les électrons n'est pas vraiment d'une utilité. Il va falloir que je passe de l'un à l'autre, et donc il y a quelque part un phénomène de moyenne. Et comme les équations de la relativité générale ne sont pas des équations linéaires, il y a un vrai problème de savoir comment est-ce que l'on fait cette moyenne. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai à la fin du séminaire. Donc voilà la base. Maintenant, il faut savoir quel type d'univers on fait. Et pour ça, il faut regarder. Si on regarde autour de nous, on a différentes observations. À gauche, vous avez une distribution, donc ça c'est tiré du livre de Peebles des années 80, la distribution des radiogalaxies autour de nous. Donc ça, c'est la voûte céleste. Donc chaque point est une direction dans le ciel, on est au centre. Et vous voyez, on voit que les radiogalaxies sont distribuées de façon à peu près isotrope autour de nous. Là, ici, vous avez les anisotropies de température du fond diffus cosmologique. C'est encore la sphère céleste autour de nous. Et vous voyez, il n'y a pas de direction particulière, du moins évidente, sur ces distributions de la radiation autour de nous ou des radiogalaxies autour de nous. Et si on prend la plupart des observations, on se rend compte que l'univers semble isotrope autour de nous. Il n'y a pas de direction particulière. Donc l'idée, c'est de chercher des métriques d'espace-temps qui ont cette propriété d'être asymétrie sphérique. Et donc, ça vous donne déjà la forme la plus générale d'une métrique asymétrie sphérique. Donc vous avez deux fonctions arbitraires qui vont dépendre de la distance radiale et du temps. Donc ça, c'est la première étape. Dans cette classe-là, en fait, vous avez deux types de métriques. Vous avez celles qui sont vraiment asymétrie sphérique avec un centre de l'univers. Et dans ce cas-là, bien sûr, comme vous observez l'univers avec une symétrie sphérique, ça veut dire que vous devez être proche du centre. Je serai l'observateur P. Mais si vous êtes l'observateur Q, vous voyez que vous n'observez plus l'univers avec une symétrie sphérique, mais avec une symétrie axiale, puisqu'il y a une direction particulière qui est la direction vers le centre de l'univers. Alors que si j'ai une distribution de points qui est une distribution homogène et isotrope, eh bien, statistiquement, pour tous les observateurs, eh bien, l'univers va apparaître à symétrie sphérique. Donc, si on veut, il faut choisir entre ces deux types de modèles d'univers. Et bien sûr, comme on observe l'univers que d'un seul point, il est difficile de choisir. Donc, c'était Einstein qui dit ça, hein, quand on n'a pas d'idée, on a des principes. Donc, on va mettre ça en principe. On va appeler ça le principe copernicien. Un petit peu pour se dire que dans la construction des modèles du système solaire, vous savez, on avait mis la Terre au centre du système solaire, on a ensuite mis le système solaire au centre de notre galaxie. Et bien là, c'est de dire que finalement, nous sommes des observateurs typiques. Notre galaxie est une galaxie parmi d'autres. Alors peut-être que Arnaud nous dira tout à l'heure de savoir si nous sommes des observateurs typiques ou une planète typique ou un système solaire typique. On pourra peut-être en discuter. Mais on va partir de ce point de vue-là et donc on va construire des modèles d'univers qui sont homogènes et isotropes. Alors pendant longtemps, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas tester. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types d'observations qui permettent de tester en fait, entre ces deux types de représentations. D'un point de vue mathématique, donc, si vous faites cette hypothèse, vous allez décrire un univers qui est homogène et isotrope. Et donc la métrique de l'espace-temps va vraiment se réduire. Au lieu d'avoir 10 fonctions à décrire, vous n'avez plus qu'une fonction qui est cette fonction A de t, donc le facteur d'échelle en fonction du temps qu'on va appeler le temps cosmique. Et l'espace, donc les sections spatiales peuvent avoir 3 géométries qui sont des géométries soit euclidiennes, sphériques ou hyperboliques. Donc vous voyez que dans ce modèle-là, il n'y a qu'une fonction libre et les équations d'Einstein vont se réduire à des équations différentielles assez simples. Alors ce qui est important, c'est que ce temps t ici peut être vu comme le temps propre mesuré par des observateurs qui sont des observateurs comobiles. Et à partir du moment où vous avez ces symétries, vous savez que la matière dans l'univers va pouvoir s'écrire en fait simplement en termes d'une pression et d'une densité. Donc en fait là vous avez tous les éléments, les équations vont être assez simples. Donc à partir de ça, on peut regarder la construction du modèle du Big Bang comme différentes finalement couches qui vont se superposer, qui se superposent d'un point de vue de la construction mais aussi d'un point de vue historique. Alors, la première étape dans ces modèles-là, ça a été finalement de faire des modèles dans le cadre de la relativité générale. En 1917, Einstein va essayer de faire un modèle d'univers. Alors, à l'époque, on avait très peu d'observations. Il va supposer que l'univers est spatialement fini. Et en fait, il voudrait qu'il y ait une quantité de matière finie dans l'univers. Et ça, c'est inspiré du principe de Mach. Il va choisir un univers statique parce qu'à l'époque, on n'a aucune raison de douter de la staticité de l'univers. Je vous rappellerai qu'à l'époque, on ne savait même pas qu'il existait d'autres galaxies en 1917. Et puis, il va dire que la distribution de matière est homogène. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était l'époque de ce grand débat en astronomie entre Shapley et Curtis de savoir si les nébuleuses étaient à l'intérieur de notre galaxie ou si c'était d'autres galaxies. On avait des cartes approximatives de la galaxie et en gros, la distribution des étoiles semblait plus ou moins homogène et isotrope. Et ça semblait être une bonne hypothèse. D'un point de vue mathématique,
Parce que dans le papier d'Einstein, c'est vraiment une raison mathématique plus qu'une raison physique. C'est que si vous dites que vous êtes homogène et isotrope et que vous êtes sur une 3 sphères, donc un univers fini, les conditions de bord à l'infini sont très très simples à résoudre et donc vous pouvez vraiment résoudre vos équations. Alors ces 3 conditions sont incompatibles entre elles, sauf si on introduit un nouveau terme qu'on a le droit d'introduire dans les équations d'Einstein, qui est ce terme de constante cosmologique. Et si on introduit ce terme-là, alors il y a une solution qui est celle d'un univers dont les sections spatiales sont des 3 sphères, avec le temps, donc la topologie c'est R croix S3, et le rayon de la 3 sphères, la constante cosmologique et la densité de matière de cet univers sont reliés en fait par cette relation qui vient des équations d'Einstein. Donc là, vous pouvez calculer le volume de votre univers, et donc vous avez, si vous mesurez la taille de votre univers, vous êtes capable de savoir quelle est la densité moyenne de l'univers, ou réciproquement, si vous êtes capable de mesurer la densité moyenne de votre univers, vous savez tout, quelle est la valeur de la constante cosmologique, et ainsi de suite. Alors ce que l'on montrera plus tard, c'est que cet univers-là, si on met des perturbations autour de cet univers, ce n'est pas une solution stable des équations d'Einstein, ce que Einstein lui-même ne pouvait pas savoir. Alors la même année, il y a une autre solution des équations d'Einstein qui est très importante pour la cosmologie, qui va être exhibée par De Sitter. C'est un univers qui n'a pas de matière, qui a une constante cosmologique et qui pourtant va avoir une courbure. Qui est lié directement à la constante cosmologique. Alors cet espace est un espace-temps à 4 dimensions qui est maximalement symétrique, mais suivant la façon dont on coupe cet espace-temps, eh bien, il peut apparaître comme un espace-temps qui a des sections spatiales qui sont des sections spatiales sphériques, plates, donc euclidiennes, ou comme un univers qui est statique. Alors cet univers-là, et la compréhension de cet univers-là va jouer un rôle très important dans les développements des théories de l'inflation. Je le montre juste pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de représentation, parce que je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer. Mais suivant le type de section spatiale, eh bien, on a différentes représentations de diagrammes de Penrose, et on voit qu'il n'y a qu'un slicing en fait, qui vous donne un slicing qui est géodésiquement complet, qui est celui-ci. Pour les autres, en fait, vous voyez, le système de coordonnées ne pave qu'une partie de l'espace de De Sitter. Bon. Alors ça, c'est jusque dans les années 20. Et puis dans les années 20, on va finalement introduire ce type de métrique, donc que l'on va appeler métrique de Friedman et Lemaitre, du nom d'Alexandre Friedman et de Georges Lemaitre qui ont développé ces modèles. Et comme je vous l'ai dit, on a une seule fonction A de t, et l'évolution de cette fonction va dépendre des équations d'Einstein qui se réduisent à 2 équations. Cette équation que l'on peut appeler l'équation de Friedman et cette équation, l'équation de Réchaud-Dury. Et une équation qui décrit l'évolution de la matière avec le temps. Mais en fait, ces 3 équations ne sont pas indépendantes. Hein, du fait des identités de Bianchi, on peut déduire cette équation de ces deux-là. Et vous voyez, vous avez 2 équations pour 3 variables, hein, qui sont le facteur d'échelle A, la densité et la pression. Et donc ce système n'est pas clos. Pour le clore, il faut dire quelle est la matière dans mon univers, donc comment est-ce que je décris la pression. Et en général, ce que l'on va faire, c'est décrire la pression, la matière, simplement par une équation d'état, P égale une certaine constante W fois ρ. Et si ce W est constant, ben voilà, vous pouvez, ou même s'il dépend du temps ou quoi que ce soit, ou de la densité, vous pouvez résoudre ces équations. Et donc pendant toute une partie dans les années 20, tout le but, ça va être de résoudre ces équations. Bon, ça je ne vous raconte pas, c'est trop long parce que je n'aurai pas le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adimensionner les équations, on va introduire des paramètres qu'on appelle les paramètres cosmologiques. Et pendant toute cette période, eh bien, finalement, il y a 4 paramètres dans le modèle qui sont la densité de matière, la densité de radiation, la constante cosmologique, la courbure de l'espace. Alors en fait, et la constante de Hubble, donc il y en a 5, mais il y a une contrainte sur le fait que la somme de ces 4-là est égale à l'unité. Donc en fait, vous avez 4 paramètres, et la cosmologie, c'est est-ce qu'on est capable de déterminer la densité moyenne de matière, de radiation, la valeur de la constante cosmologique, et savoir si l'univers va être spatialement euclidien, sphérique ou hyperbolique. Et donc ça, vous pouvez explorer la dynamique, vous prenez les paramètres un peu au hasard et vous avez les différentes fonctions A de t. Vous voyez qu'il y a toute une classe d'univers. Il y a des univers avec rebond, il y a des univers qui partent d'un Big Bang et qui ont un Big Crunch. Il y a des univers qui vont avoir un Big Bang, qui vont rentrer en expansion accélérée plus tard. Il y a des univers qui partent de l'univers Einstein statique que j'ai décrit tout à l'heure pour ensuite partir en expansion accélérée. Donc vous voyez, vous avez toute une zoologie de types de modèles et la question c'est de savoir notre univers, lequel de ces modèles est-ce que c'est? Et pour ça, il faut des observations. Alors, à cette époque, on avait peu d'observations. L'observation cruciale, c'est l'observation par Edwin Hubble des galaxies distantes. Et ce que va être capable de faire Hubble, c'est de mesurer le redshift, donc à partir de spectres, d'être capable de mesurer le redshift, donc le décalage spectral de certaines raies de ces objets,
d'en déduire la vitesse de ces objets, donc la vitesse avec laquelle elles s'éloignent, et puis à partir de la taille apparente, d'être capable de mesurer, d'estimer la distance. Donc on peut mesurer la distance en fonction de la vitesse, et voilà ce que Hubble est capable de déterminer. Donc la vitesse en fonction de la distance, et vous voyez, il voit, alors vous voyez, les points sont un petit peu... Donc il n'y a pas de barre, déjà il faut remarquer, donc ça c'est un truc qu'on demande par exemple en examen aux étudiants, il n'y a pas de barre d'erreur hein, sur ce genre de choses. Est-ce que c'est bien de ne pas mettre de barre d'erreur? Et puis il y a une dispersion des points, mais on peut quand même faire passer voilà, une droite. Et donc on voit que plus un objet est loin, plus il s'éloigne rapidement de nous. Et ça, c'est ce qu'on va appeler plus tard la loi de Hubble. Donc à partir de la pente de cette droite, vous êtes capable de mesurer la valeur de la constante de Hubble, donc ce fameux H0. Alors aujourd'hui, c'est des choses que l'on mesure très précisément, en particulier avec les supernovas, qui sont jusqu'à une certaine précision des chandelles standards, donc des objets dont on peut calibrer la luminosité, même si ce sont des objets distants. Et vous voyez, vous avez des observations par le Sloan Digital Survey, par le projet SNLS du télescope Hawaii, franco-canadien à Hawaï, et puis par le télescope Hubble. Et donc vous voyez ici, c'est le modèle qui passe à travers, donc, qui est obtenu à partir du fil de ces observations et d'autres observations, et vous voyez qui est en accord avec les observations de ces supernovas. Alors là, il y a une chose déjà que je voudrais vraiment insister juste maintenant, sur laquelle je ne pourrais vraiment pas rentrer en détail, mais qui est très important. C'est ici, vous avez un modèle, donc il faut savoir en gros quelle est la luminosité d'un objet à un certain redshift, et pour cela, vous allez utiliser, c'est ce qu'on appelle cette distance luminosité qui est calculée dans ce cadre de ce modèle. Donc ce modèle, c'est un modèle où la matière est distribuée de façon strictement homogène et isotrope. Ça, ce n'est pas le cas de notre univers. Dans notre univers, la matière, elle est distribuée, eh bien, il y a des galaxies, il y a des amas de galaxies, il y a des grands vides. Donc vous observez un objet, par exemple, qui est ici, la lumière se propage dans cet univers, mais dans votre modèle, vous faites l'hypothèse, pour faire vos calculs, que la lumière se propage dans un univers où la matière est strictement homogène et isotrope. Donc quelque part, vous faites déjà une erreur. Et vous voyez que l'erreur que vous faites, il va falloir la quantifier parce que quand on parle aujourd'hui de cosmologie de précision, on a la précision des données, mais on a aussi la précision des prédictions que l'on fait pour comparer à ces observations. Et ça, c'est un effet qui est très difficile à prendre en compte. Et regardez un exemple de l'importance de cet effet. Si je prends deux supernovas, le modèle de l'univers étant homogène et isotrope, que je regarde dans cette direction ou dans cette direction, eh bien, j'obtiens la même chose, puisque ça dépend simplement de la distance de ma supernova. Toutes les directions sont équivalentes. Dans l'univers réel, si vous voyez que si je prends cette supernova ici, eh bien, sa lumière va se propager dans un univers avec certaines surdensités et certains vides, alors que dans cette direction, il va y avoir d'autres surdensités, d'autres vides qui vont avoir une autre distribution. Et ça va introduire une dispersion en fait, dans vos observations. Et c'est quelque chose qui est très très difficile à prendre en compte. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié, en particulier avec George Ellis, qui est ici aujourd'hui, et qui a donné vraiment... Alors je fais un peu de la pub parce que c'est mon étudiant, il vient de soutenir sa thèse il y a 2 semaines, Pierre Fleury, dans lequel on a réussi à faire ça en utilisant une approche de physique stochastique, finalement à partir d'équations de type Langevin et d'équations de Fokker-Plan, de voir quel était l'effet et avec quelle précision ceci était une bonne description de notre univers qui ressemble plutôt à ça. Et ça, c'est des choses qui sont très très fines et que l'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de construire le modèle d'univers. Il faut vraiment se poser la question de savoir comment l'observateur observe son univers. Alors pour en revenir à notre modèle d'univers, on est capable de mesurer à partir de telles observations les paramètres cosmologiques. Et vous voyez que dans un plan où on aurait ici la quantité de matière et la valeur de la constante cosmologique, eh bien on peut étudier ces équations comme un système dynamique. On a 3 points, l'univers de De Sitter que je vous ai proposé tout à l'heure, qui avait simplement une constante cosmologique et pas de matière. On a un univers d'Einstein-De Sitter sans constante cosmologique et simplement de la matière qui se trouve ici. Et puis un univers ici qui est un univers vide qu'on appelle l'univers de Milne. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Alors vous voyez, déjà ça pose un problème, c'est que si on fait la dynamique, si on voit ça en termes de système dynamique, ce point-là est un point instable et ce point-là est un attracteur. Donc si l'univers est vieux, on s'attend naturellement à être très proche de l'univers de De Sitter. Il est soit d'être ici, soit d'être juste sur l'Einstein-De Sitter qui est un point stable, qui est un point fixe mais instable, mais se trouver quelque part d'autre pose une question. Pourquoi sommes-nous là et pourquoi ne sommes-nous pas plus près du point stable de la dynamique? Et ça, j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Donc les questions qui se posent dans ce cadre-là, eh bien, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'univers est spatialement plat, homogène, isotrope. Ça, c'est vraiment mis à la main. Il va falloir essayer de trouver une raison, une explication pour ça. L'univers, bien sûr, n'est pas homogène. On a des structures. D'où viennent ces structures? Et comme le disait Lemaître,
en 1931, il disait une cosmologie vraiment complète devrait expliquer les atomes comme les soleils. Donc là, ici, vous voyez, on n'explique pas l'origine de la matière, on n'explique pas l'origine des structures, et c'est ce qui va être pris en compte par les versions suivantes du modèle du Big Bang. Alors, la deuxième étape, c'est le modèle du Big Bang chaud, qui va être développé principalement dans les années 30, dans les années 40. On ne peut pas citer tout le monde, mais les grands contributeurs sont des gens comme Tolman et Gamow, qui vont se dire il faut prendre en compte la physique dans un univers en expansion, et en particulier la physique atomique, la physique nucléaire. Et finalement, si l'univers est en expansion et qu'il y a un mélange de radiation et de matière, quand je reviens dans le passé, eh bien, c'est toujours la radiation qui domine. Il y a un moment, il va y avoir une égalité entre la densité de radiation donc qui décroît comme le facteur d'échelle à la puissance moins 4, alors que la matière sans pression va comme A-3. Donc il y a un moment où il y a une égalité, et puis dans l'univers très primordial, l'univers devait être très chaud, très dense, et donc là on va pouvoir utiliser des méthodes de thermodynamique pour savoir comment se comporte l'univers dans ses phases les plus primordiales. Alors c'est ce que vont faire ces gens-là, et on va arriver à conclure un certain nombre de choses. D'une part que l'univers a une histoire thermique. En particulier, vous voyez, si je prends une particule de masse m dans un bain thermique à une température, et bien, suivant la température, cette particule peut être vue comme ultra-relativiste ou non relativiste. Donc il va y avoir une transition dans la dynamique des particules. On peut avoir des brisures spontanées de symétrie. On peut avoir des interactions qui ont une section efficace gamma. Suivant la compétition entre la dilution par l'expansion et la section efficace, eh bien, ces interactions peuvent être soit effectives, soit gelées. Et puis, ça va amener l'existence de particules reliques si on a le gel de ces interactions. Donc tout ça, c'est des choses qui ont été étudiées depuis les années 40, avec deux aspects. Une partie à l'équilibre, qui est assez simple, et une partie qui n'est pas à l'équilibre, dans laquelle vous devez résoudre de façon cohérente dans un espace-temps en expansion, parfois avec non homogène et non isotrope, et bien des équations de Boltzmann pour décrire ces phénomènes. Alors ça va amener un certain nombre de connexions aux observations. D'une part, on va comprendre que dans ce modèle-là, on peut expliquer l'origine des éléments légers donc du tableau de Mendeleïev. Parce que si vous êtes à très haute température, que la température est plus grande que l'énergie de liaison de tous les atomes que vous connaissez, eh bien ces atomes ne peuvent pas exister, ils sont photoionisés. Donc vous avez simplement un gaz de neutrons, de protons, d'électrons avec leurs antiparticules, puis avec des photons. Et donc il faut comprendre comment, quand l'univers se refroidit, comment vous allez former les différents atomes. Alors, ça aussi, on le connaît de la physique nucléaire. Si vous partez de neutrons et de protons, voilà les réactions nucléaires qui vous permettent de former de l'hélium, du lithium, le deutérium, le tritium. Et donc vous avez la chaîne de réactions nucléaires qui va vous permettre ensuite d'aller même plus loin jusqu'au carbone, l'oxygène et ainsi de suite. Est-ce qu'en connaissant les sections efficaces de ces réactions-là et en connaissant le taux d'expansion de l'univers, on est capable de prédire les abondances de ces éléments-là? Donc ça, c'est un exercice qu'on peut se poser. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable et qu'aujourd'hui on maîtrise assez bien. Ce que l'on peut réaliser, c'est que au-dessus d'une température du mégaélectronvolt, l'interaction faible qui va tenir les neutrons et les protons en équilibre, en particulier par ces réactions-là. Donc là, on est complètement à l'équilibre. Et puis vers 1 MeV, ce qui va se passer, l'univers se refroidit, l'interaction faible va geler, donc elle ne va plus être efficace, les particules vont se diluer. Les neutrons, si on n'a plus d'interaction faible, les neutrons vont se désintégrer en protons. Là, il n'y aura plus un équilibre, mais il y aura simplement une désintégration du neutron vers le proton. Donc le nombre de protons va disparaître. Les protons qui vont être dans les noyaux vont rester dans ces noyaux-là puisqu'ils vont être stables. Les noyaux qui sont libres se désintègrent. Donc vous voyez qu'on a une compétition entre le taux d'expansion et la durée de vie du neutron. Donc ça, c'est ce que les gens vont comprendre. Donc on peut mettre tout ça en équation. Ça, vous ne lisez pas, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe un petit peu de façon très résumée. Et on ne peut former, la première particule que l'on peut former, c'est neutron plus proton, ça fait du deutérium. Et donc, ça devient vraiment efficace. On peut former du deutérium dès que la température du bain de photons dans l'univers est à une énergie qui est plus faible que, en gros, l'énergie de lésion de ce deutérium. Et donc, ça se passe vers 0,8 MeV. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à former des noyaux. Alors, je peux vous montrer ce qui se passe. Donc ça, vous faites un code avec les équations de Boltzmann et toutes les équations nucléaires du réseau que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, si vous voulez les éléments légers, il vous suffit de prendre 12 réactions nucléaires. Ça, il y a des codes qui existent sur Internet que vous pouvez utiliser. À l'Institut d'astrophysique et puis au CNSM, avec nos CSNSM à Orsay, on a un code avec 424 réactions. La raison, c'est qu'on veut aller chercher les abondances de carbone, d'azote et d'oxygène primordial, parce que c'est des choses qui sont très importantes pour l'évolution des premières étoiles. Et là, vous pouvez avoir, en fonction de la température, donc l'univers se refroidit sous l'effet de l'expansion, eh bien l'abondance
en fonction du temps des différents noyaux légers. Et vous voyez, à partir d'une certaine température, à basse température, la matière devient suffisamment diluée, il n'y a plus de neutrons libres, et donc ces noyaux atteignent des abondances qui sont celles qu'on va essayer d'observer. Donc voilà, en fonction de la quantité de baryons, donc ce paramètre ici, c'est le rapport du nombre de baryons sur le nombre de photons. Donc il y a très peu de baryons, donc vous voyez, c'est multiplié par 10 puissance 10. Alors c'est quelque chose qu'on est capable de mesurer en particulier grâce aux analyses du satellite Planck. On sait qu'on doit être là aujourd'hui. Et on voit que pour l'hélium, eh bien, ici on est en accord avec les observations des abondances d'hélium. Pour le deutérium, ça marche aussi. Et on a pour le tritium aussi. Mais on voit que pour le lithium 7, eh bien, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, pour moi, c'est un des problèmes les plus graves du modèle cosmologique standard, parce que c'est une inconsistance entre la théorie et l'expérience qui est flagrante et qui est très étudiée aujourd'hui. Donc ça, à part le lithium, eh bien, ceci est en accord avec ce que l'on sait des observations spectroscopiques de l'abondance des éléments légers. Alors ça, on a formé des noyaux, l'univers continue à se refroidir, il est toujours trop chaud pour former des atomes. Donc vous voyez, en particulier, si vous avez un proton, un électron, vous pouvez former de l'hydrogène, mais si votre radiation est trop énergétique, en fait, vous allez tout de suite photoioniser votre hydrogène, donc vous allez avoir un plasma de protons et d'électrons. Mais comme l'univers se dilate, la température diminue, la densité diminue, eh bien, il y a un moment où vous allez pouvoir estimer que cette réaction ici va être déplacée vers la droite, et donc vous allez former de l'hydrogène neutre. Et ce qui est important, c'est que les photons interagissent fortement avec les particules chargées, donc les protons et les électrons, mais beaucoup plus faiblement avec les particules neutres. Donc le bain de photons va se trouver libéré, c'est ce qu'on peut représenter schématiquement ici. Donc un univers ici qui est ionisé, formé de protons et de neutrons. À un certain moment, la température du bain de radiation est suffisamment faible pour qu'on puisse former de l'hydrogène, et le bain de photons en fait, va être complètement libéré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut estimer. Il y a un calcul qui fait une demi-page dans cet article de Gamow en 1948, où il arrive à estimer à partir de ce qu'il sait que la température du CMB doit être de l'ordre de 5 degrés. On sait qu'aujourd'hui, elle est de 2,721, c'est ça la troisième décimale a un peu changé, mais bon. Donc on voit qu'à un facteur 2, c'est très très bon. Et en fait, c'est même excellent parce qu'il fallait avoir une estimation de la densité baryonique, ce qui en 1948 était quelque chose d'assez fabuleux. Donc le scénario est le suivant, dans un diagramme d'espace-temps, l'univers est dominé par la radiation. Il y a un moment où la densité de radiation est égale à la densité de matière, c'est ce qu'on appelle l'égalité. Ensuite, on va avoir la recombinaison, donc la formation de l'hydrogène, et peu après la formation de cet hydrogène, il va y avoir la surface de dernière diffusion, donc le moment où les photons interagissent pour la dernière fois avec la matière, et puis ensuite, ils se propagent à partir de chaque point sur leur cône de lumière, donc dans toutes les directions. Nous, on est ici, donc on voit bien que tous les photons qui sont émis sur une sphère à ce moment-là, certains vont être dirigés vers l'observateur. Donc pour l'observateur, il doit observer autour de lui un bain de radiation qui doit être un corps noir à une température de 2,7 degrés. C'est le fond diffus cosmologique que Jean-Loup Puget va vous présenter tout à l'heure. Alors ce qui se passe, c'est qu'on sait que c'est un spectre de corps noir. Et à cause de l'expansion de l'univers, la température de ce corps noir doit diminuer en fonction du temps. Alors on peut tester ça, c'est quelque chose qui a été testé il y a presque 15 ans, en particulier par Patrick Petitjean et toute son équipe de l'IAP. Donc vous avez ici la température du fond diffus cosmologique à différents redshifts, et vous voyez, on a ici des mesures à des redshifts de 2, entre 2 et 3. Et donc on vérifie bien que la température, à une certaine époque, c'est bien la température aujourd'hui, du fond diffus observé aujourd'hui, fois ce fameux 1 plus le redshift. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore une preuve indépendante de l'expansion de l'univers. Si vous ne croyez pas dans l'expansion de l'univers, comme certaines personnes, vous devez expliquer ça. Et ça, ils ne savent pas. Alors, je vais passer sur les particules reliques, juste pour dire un mot. Si on prend l'équation de Boltzmann et qu'on l'intègre et qu'on décrit les interactions, donc par exemple, vous avez deux particules, une annihilation entre particules, antiparticules, vous pouvez vous poser la question, si l'univers, vous êtes dans une boîte particules, antiparticules, vous avez de l'annihilation, à la fin, il ne reste plus rien, juste un gaz de radiation. Mais comme vous êtes dans un univers qui est en train de se dilater, la densité diminue, donc il y a un moment, l'interaction, vous n'allez plus pouvoir avoir des interactions particules-antiparticules. Il va rester une densité relique de particules et d'antiparticules. Et ça, eh bien, vous prenez votre équation de Boltzmann, vous l'intégrez, vous avez un paramètre ici qui décrit votre interaction, et quand vous résolvez ces équations, en fonction de ces paramètres-là, vous allez obtenir différentes densités reliques. Alors ça, c'est important,
parce que c'est un des mécanismes que l'on pense être à l'œuvre pour expliquer l'abondance de matière noire. Dans beaucoup de modèles, on pourrait avoir que ces particules reliques, ici, sont des particules de matière noire. Donc, on voit que dans ce cadre-là, on a pris la physique à l'œuvre dans un espace-temps en expansion et on a réussi à connecter avec deux types d'observations, l'origine des éléments légers, l'existence d'un fond diffus cosmologique qui ont été observés. On a un mécanisme ici pour l'existence de particules reliques. Pour autant, cet univers est toujours un univers qui est homogène et isotrope, qui n'a pas de structure. Donc, la troisième étape, ça a été de se poser la question de savoir est-ce que l'on peut expliquer les structures, décrire les structures et surtout comprendre leur origine. Donc ça, il faut déjà commencer par se dire mais quelle structure est-ce qu'on a dans l'univers. Alors vous voyez dans l'univers, si je prends des échelles de masse, de taille ou de densité de contraste ici, et que je prends les objets, vous voyez qu'on est en train de parler ici, à chaque fois de 15 ou 16 ordres de grandeur d'objets que l'on veut décrire. Vous voyez, si je pars des étoiles et que je vais au grand vide ou au grand filament, eh bien la masse va de l'ordre de la masse solaire jusqu'à 10 puissance 16 masse solaire, et les contrastes de 10-2, donc des choses très très diffuses, à des choses qui sont très très denses. Donc il est évident que la même théorie ne va pas pouvoir vous décrire l'évolution des galaxies ou des groupes de galaxies et les étoiles. Il va falloir en fait avoir différentes descriptions suivant l'échelle à laquelle on s'intéresse et différentes techniques. Alors la première chose que l'on peut utiliser dans ces zones-là, vous voyez, on a des densités de contraste qui sont assez faibles. Eh bien, il est clair qu'on va pouvoir se baser sur une théorie analytique type théorie des perturbations. Mais dès qu'on va rentrer dans ce régime-là, eh bien, on n'a pas de théorie des perturbations analytiques qui nous permet vraiment d'avoir des choses qui sont sous contrôle. Alors, ce que l'on veut expliquer, ce sont des observations comme celle du Sloan Digital Survey ici. Donc, vous avez une distribution de galaxies. Vous aimeriez bien comprendre pourquoi il y a des filaments, pourquoi il y a des vides. À partir d'une distribution comme celle-ci, vous pouvez calculer la fonction de corrélation à 2 points. Vous pouvez voir si cette distribution est gaussienne, non gaussienne. Est-ce qu'on est capable d'expliquer toutes ces propriétés? Alors pour cela, il faut deux choses. Il faut se dire, je vais partir, il y a un phénomène d'évolution et des conditions initiales. Donc il va falloir faire la part des deux. Et comme va vous l'expliquer Jean-Loup tout à l'heure, à partir des observations du fond diffus cosmologique, on voit qu'il y a des petites anisotropies de température. Donc si vous avez un gaz, eh bien, plus ce gaz est dense, plus il va être chaud. Donc cette température-là est liée au potentiel gravitationnel local, à la densité locale et puis aussi à la vitesse de ce gaz. C'est quelque chose que l'on comprend très bien au moment du fond diffus cosmologique. Maintenant, si on laisse la dynamique gravitationnelle décrite par la relativité générale à l'œuvre, est-ce qu'on arrive à des distributions de galaxies qui sont compatibles avec ce que l'on observe? Donc ça, c'est vraiment la question à laquelle on veut répondre. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va se baser d'abord sur des approches analytiques de type perturbatif et puis aussi sur des simulations numériques. Et tout ça va dépendre de nos conditions initiales et aussi du contenu matériel qui est dans l'univers. Alors, ça aussi, c'est un pan technique qui a presque subi 20 ans de développement pour bien comprendre les calculs. L'idée, c'est de dire, j'avais un espace-temps qui était un espace-temps strictement homogène et isotrope. Je vais rajouter des petites perturbations comme ce A, ce B, ce H ici, qui dépendent de l'espace et du temps. Et ce sont des perturbations, je vais pouvoir écrire et voir comment ils évoluent, voir s'ils croissent avec le temps. Et on va pouvoir dériver un ensemble d'équations pour ces quantités. Alors le problème, c'est qu'en relativité générale, il y a des invariances. Si vous faites des changements de coordonnées, c'est que ça peut affecter la valeur de ces quantités. Et donc, il n'était pas clair de savoir si ces quantités étaient vraiment physiques. Et c'est là où la théorie a vraiment nécessité une bonne compréhension. C'était la construction de ce qu'on appelle de quantités invariantes de jauge. Et on va se rendre compte qu'il y a différents types de modes de perturbation, des modes qu'on appelle scalaires qui sont liés aux fluctuations de densité, des modes vectoriels qui sont plus des modes de vorticité, et des modes tensoriels qui sont plus associés à des effets d'ondes gravitationnelles. Mais on est capable de montrer qu'on est capable de décrire l'évolution de ces trois types de modes, et en particulier pour les modes scalaires qui sont ceux importants pour la distribution des galaxies, on peut résoudre les équations, et en gros, on va pouvoir relier le potentiel gravitationnel à un moment où le facteur d'échelle vaut une certaine valeur. Pour une longueur d'onde, ici je suis en espace de Fourier, donc ça c'est un nombre d'ondes K, eh bien, je vais pouvoir le relier à ces conditions initiales fois une certaine fonction de transfert. Et cette fonction de transfert, je peux la calculer dans plusieurs modèles et je suis capable, à partir de ça, de dire quelque chose sur la distribution de mes galaxies. Alors bon, il y a un certain nombre de problèmes, c'est que ici, il va falloir, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas savoir pourquoi il y a une galaxie à un certain endroit, on va vouloir avoir des propriétés statistiques de la distribution des grandes structures. Et ça, comme je vais le dire dans quelques minutes, c'est lié au fait que les conditions initiales elles-mêmes ne sont pas des conditions initiales exactes, ce sont des conditions initiales de nature stochastique. Alors,
c'est bien beau de résoudre la théorie des perturbations, mais ensuite on va observer le fond diffus cosmologique des galaxies. Il va falloir relier ce qu'on calcule à ce que l'on observe. Alors ça encore, c'est des pages et même des années de développement. Parce que par exemple, si je veux savoir comment la température dans une direction donnée est reliée à toutes mes variables de perturbation, vous voyez les densités de contraste, le potentiel, la vitesse, ainsi de suite, eh bien, on arrive à des formules comme celle-ci. Hein. Je peux l'expliquer, mais vous pouvez me demander tout à l'heure. Donc, par exemple, par Sachs et Wolf en 67, aujourd'hui, on a des techniques en fait, pour calculer ça de façon avec d'autres, plus de, comment dire, pas plus précis, mais à plus petites échelles. Mais on voit que relier la température, donc qui est quelque chose que l'on peut observer à ce que l'on calcule, n'est pas quelque chose de trivial. Il y a des développements qui ont donné beaucoup de débats pour savoir si c'était vraiment ce type de formule, à quel point les problèmes de jauge sont importants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors si on fait cet exercice, on arrive à ça pour le SIMB. Voilà ce que l'on va être capable de prédire, étant donné certaines conditions initiales pour la distribution de la température en fonction de l'échelle angulaire, pour la polarisation et pour la cross-corrélation entre la température et la polarisation. Et les petits points, dont je ne parlerai pas, ce sont les observations du satellite Planck. Et vous voyez que vous avez un accord qui est extrêmement important. Alors parmi ces... Donc il y a plein de choses, si on voulait discuter ces courbes, il y a énormément de physique. Ce qui est important, c'est peut-être ce plateau ici. Parce que ce plateau correspond à des échelles angulaires, donc des longueurs d'onde qui semblent être plus grandes que le rayon de Hubble, donc des choses qui semblent acausales. Et donc ça a posé beaucoup de problèmes, savoir comment est-ce qu'on pouvait avoir des corrélations sur des échelles super Hubble. Et donc ça, c'est ce qu'on a appelé une sorte de nouveau problème de l'horizon et qui va être résolu en fait par la théorie de l'inflation. Alors ça, c'est pour le CMB. Pour les galaxies, on peut faire la même chose. On peut calculer la distribution des galaxies en fonction donc, du nombre d'ondes. Donc ici, c'est la séparation spatiale. Et donc vous voyez que vous avez, pour différents types de galaxies, donc cette fois-ci, il y a des barres d'erreur, la prédiction en théorie des perturbations linéaires et puis en perturbations non linéaires. Alors là, il faut voir qu'il y a encore plein de développements qui sont nécessaires parce que pour arriver à ce genre de courbe, il y a des aspects qui sont analytiques. On peut faire la perturbation linéaire, on peut corriger ça en faisant du non-linéaire à l'ordre 2, voire certains à l'ordre 3. On ne sait pas si ça se ressemble. Et puis on veut recoller avec des simulations numériques, mais ces simulations numériques, elles sont strictement newtoniennes. Donc là, il y a une question de savoir comment est-ce que je recolle des calculs théoriques relativistes à des simulations numériques qui sont des simulations numériques newtoniennes. Et puis surtout, il y a un moment, il faut faire apparaître les galaxies. Donc comment est-ce que les galaxies se forment vraiment? Et ça, c'est encore un grand débat de construction actuelle. Alors je vais sauter ça, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc quand on fait toute cette analyse-là, on arrive à un certain nombre d'éléments qui nous font penser que dans l'univers, il y a ce qu'on appelle un secteur sombre, c'est-à-dire de la matière que l'on ne connaît pas en accélérateur, que l'on n'a pas déterminé dans des expériences de collision, qui ne sont pas dans le modèle standard de la physique des particules. Alors là aussi, l'évidence pour l'existence de ce secteur sombre est venue en plein d'étapes. Tout d'abord, quand on regardait la dynamique d'amas de galaxies comme l'amas de Coma, par exemple par Zwicky, donc qui est le premier à avoir remarqué ça en 1933, eh bien, si vous utilisez le théorème du viriel, vous pouvez avoir une estimation de l'énergie cinétique, une estimation de l'énergie potentielle. Le théorème du viriel vous dit que c'est ça. Et vous vous rendez compte que votre amas, la dispersion de vitesse est trop grande par rapport au fait que cet amas est un objet lié. En fait, il n'y a pas assez de masse, le potentiel gravitationnel est trop faible, donc il faut invoquer l'existence de matière pour avoir un potentiel gravitationnel qui soit capable de piéger la matière, qui a une dispersion de vitesse qui donne une certaine énergie cinétique. Donc, je suis à peu près un facteur de 10, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas un pouillème, si tu veux, c'était vraiment important. Donc, pour lui, il n'y avait pas de... Pour Zwicky, hein, il était très virulent par rapport à ses collègues, c'était évident que c'était comme ça. On peut voir ça aussi sur les courbes de rotation de galaxies depuis les années 70. Un des premiers papiers, c'est celui de Vera Rubin. Et donc, vous mesurez la vitesse de rotation des galaxies dans des galaxies spirales. Et donc, simplement de façon keplérienne, en fait, cette vitesse doit décroître quand vous vous éloignez du centre de la galaxie. En fait, ce n'est pas ce que vous voyez. Vous voyez que la vitesse va vers une sorte d'asymptote. Et ça, ce n'est compatible que si vous avez un halo de matière diffus dans votre galaxie, et donc des halos de matière noire. Et là encore, c'est de l'ordre d'un facteur 10 par rapport à la matière que vous mesurez. Donc là, on a des indications à l'échelle des amas de galaxies, à l'échelle des galaxies. Et aujourd'hui, on en a plein d'autres.
On a les effets de lentilles gravitationnelles. Donc ici, par exemple, vous avez un amas de galaxies. Vous voyez les distorsions donc ça, Yannick Mélier vous l'expliquera cet après-midi, les distorsions des galaxies d'arrière-plan. Vous pouvez reconstruire le potentiel gravitationnel et comparer à la matière visible. Et vous voyez que ça ne colle pas, sauf si vous avez une distribution de matière noire. Pareil aux échelles cosmologiques, à partir du relevé Cosmos, on a pu faire la distribution de matière nécessaire pour être compatible avec les observations. Donc ça serait la distribution de matière noire dans notre univers local. On peut aussi se comparer, donc ici c'est l'amas le bullet cluster, où vous voyez en fait une collision, et vous voyez suivant donc ici en bleu c'est la distribution de la matière reconstruite à partir des effets de lentilles gravitationnelles. Alors qu'ici, en rouge, c'est la distribution de matière qui vient du gaz chaud, parce que lui, il y a une interaction. Le gaz chaud, il va y avoir une interaction. La matière noire n'a pas d'interaction, donc elle continue de façon inertielle. Et vous voyez eh bien, que le potentiel gravitationnel n'est pas centré sur la distribution de matière. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir de la matière ici, puisque c'est la matière qui crée le potentiel gravitationnel. Et cet effet de lentilles gravitationnelles, on le voit aussi sur le fond diffus cosmologique, puisque les photons du fond diffus cosmologique se propagent dans un univers perturbé, et donc on peut voir là, si ceci est cohérent, et ça indique encore la nécessité de la matière noire. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'indications, toutes à des échelles différentes, qui vous montrent qu'on a besoin de ce type de matière. Et en particulier, on peut le voir, donc ça c'est des choses qui datent des années 80, même sur la morphologie de la distribution des galaxies. Voilà les observations du Canadian France White. Non, c'est le CFA, c'est le Jean-Louis de moi, CFA. J'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Voilà, merci. C'est ça. J'avais un trou. Et différents modèles qui sont là, donc des modèles de matière noire froide, matière noire chaude. Et vous voyez que la distribution des galaxies par exemple, est en désaccord avec un modèle dans lequel cette matière noire serait relativiste, par exemple. Vous n'avez pas du tout la même distribution de vide ici, et les observations sont beaucoup plus similaires à celles qui sont ici. Donc ça, vous pouvez faire le calcul de façon exacte dans votre modèle cosmologique et avoir quelle est la fonction de transfert en fonction du type de matière noire que vous avez dans votre modèle. Vous pouvez aussi le faire sans matière noire, et là, vous voyez que vous êtes en complet désaccord avec les observations que vous avez. Donc en fait, la gravitation nous montre que l'on a besoin de matière noire. Alors elle nous montre aussi, et ça c'est l'analyse principalement des données de supernova que je vous ai présentées tout à l'heure, que vous avez besoin d'une constante cosmologique qui est non nulle. Donc ici vous avez la valeur de cette constante cosmologique, et c'est bien une constante cosmologique, aujourd'hui du moins, parce que son équation d'état est vraiment -1. Donc en fait, vous avez cette indication qu'il vous faut une telle constante cosmologique. Alors c'est quelque chose que les gens avaient déjà présumé. Ils avaient des indications dès les années 80 à partir de l'étude des grandes structures, en particulier avec les effets de lentilles gravitationnelles. Mais c'est vraiment les données de supernova qui ont fait changer la communauté complètement d'attitude. Il y a quand même des papiers de Efstafiou et tout ça qui vous disent que vous avez besoin d'une constante cosmologique bien avant en fait, les données de supernova. Bon, donc là, on voit comment les choses évoluent, mais je ne vous ai toujours pas dit quelles étaient les conditions initiales. Donc il va falloir trouver les conditions initiales, et ces conditions initiales vont venir de notre compréhension, une quatrième phase dans le développement du modèle cosmologique qui va être la cosmologie primordiale, qui est quelque chose qui va se passer à partir des années 80. Alors pour comprendre les motivations de cette chose-là, je vous ai dit tout à l'heure, si je prends les équations d'évolution de mon univers en termes de système dynamique, je vois que je suis très proche d'un point qui est un point instable. Donc je dois être très proche de ce point-là, par exemple, je dois être par là. Et je ne comprends pas, si l'univers est vieux, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas là, je suis si loin de ce point. Alors l'idée c'est que le fait que ce point fixe soit un attracteur, ou soit stable ou pas stable, soit un point fixe stable ou pas stable, dépend de l'équation d'état de la matière qui domine l'expansion de l'univers. Et en particulier, on va se rendre compte que si cette équation est plus petite que -1/3, eh bien ce point-là devient un point stable. Vous voyez ici, voilà ce qui se passe quand j'ai un univers dominé par une équation d'état W plus petite que -1/3, eh bien ce point fixe devient stable. Donc toute l'idée était de se dire, si j'ai une phase primordiale dans laquelle l'univers n'est pas dominé par la matière ordinaire, mais par une matière un peu exotique avec cette pression particulière, eh bien je peux être attiré dynamiquement très proche de ce point fixe, et puis ensuite, dans la base de l'univers du Big Bang chaud, je vais dériver de ce point fixe vers l'autre, ce point fixe qui maintenant va être le point fixe stable, donc le long de ces trajectoires. Donc vous pouvez vous dire que vous pouvez comprendre pourquoi vous êtes si proche d'un point qui est un point instable.
Alors ça, c'est ce qu'ont compris dans les années 80 Guth et en particulier, et il y avait des travaux précurseurs, mais qui sont plus basés sur la stabilité quantique de l'espace. Mais vraiment, l'argument de Guth, c'était relié à ça et à cette équation-là, et l'étude en fait de la stabilité de ces points. Donc ça, si on peut le voir même mathématiquement de façon assez simple, c'est que vous voulez que la courbure, ce terme-là qui caractérise la courbure spatiale de l'espace soit très très petit aujourd'hui. Et en fait, il va comme 1 sur AH. Vous voulez qu'il soit très proche de 0. Pour qu'il soit très proche de 0, il faut que cette quantité grandisse avec le temps, ce qui veut dire qu'il faut que l'univers soit dans une phase d'accélération. Donc on va supposer que dans l'univers primordial, il y a une phase d'accélération, et si c'est le cas, et si cette phase dure suffisamment longtemps, on va dire qu'elle dure l'univers va se dilater entre une valeur AI et AF, eh bien, on va avoir l'augmentation du volume de l'univers pendant cette phase. Eh bien, si cette phase dure suffisamment longtemps, on peut résoudre ce problème de naturalité des conditions initiales apparentes de notre univers simplement d'une façon dynamique. Donc ça, c'est la première idée. Maintenant, il faut en faire un modèle, parce que il faut dire comment est-ce qu'on fait ça. Et le développement suivant qu'il y a eu, c'était de se rendre compte que la dynamique d'un champ scalaire dans des différents types de potentiels pouvait mener à l'existence d'une telle phase d'accélération. Alors ça, je vous ai juste fait un modèle. Donc par exemple, j'ai pris le modèle le plus simple, qui est le modèle d'un champ scalaire qui est un champ scalaire massif. Et vous voyez, tant que le champ scalaire est en roulement lent dans son potentiel, eh bien, donc le champ est quasiment constant, l'expansion de l'univers est quasiment exponentielle, et puis le champ va tomber vers le minimum de son potentiel, et ensuite osciller au fond de son potentiel. Bien sûr, à cause de l'expansion de l'univers, ça va être des oscillations amorties. Et donc, l'univers, ici, va commencer à ne plus être en phase accélérée. Donc, vous avez une phase d'inflation qui va être suivie par une phase qui n'est plus en inflation. Donc, on voit que dans ce type de modèle, avec un champ scalaire, on peut interpoler entre deux régimes, qui est un régime en accélération et un régime qui est en décélération. Alors, vous pouvez faire un diagramme de phase de ces choses-là en fonction du champ scalaire et de son terme cinétique. Et vous avez toutes les trajectoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène d'attraction. Vous avez en fait ces trajectoires, la trajectoire que j'ai tracée ici, qui est ce qu'on appelle en régime de roulement lent, en fait est un attracteur de la dynamique. Et ça veut dire que c'est intéressant parce que si votre phase dure suffisamment longtemps, eh bien que vous allez atteindre cet attracteur, finalement vous allez être assez peu sensible aux conditions initiales de ce champ scalaire. Donc quelque part, vous allez essayer d'avoir une dépendance de plus en plus faible de vos conditions initiales. Alors ça me permet maintenant d'essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ce modèle permet d'expliquer les conditions initiales pour l'existence des grandes structures. Dans le modèle du Big Bang standard, j'ai le temps et quand j'ai une singularité initiale, donc mes modes en fait sont plus grands que le rayon de Hubble, deviennent sub-Hubble avec l'évolution. Et on doit poser des conditions initiales ici, finalement, à un moment où on a une singularité. Et sur des échelles qui sont des très grandes échelles, et donc tout ça semble acausal et complètement arbitraire. Ce qui va se passer pendant l'inflation, c'est comme l'univers est en expansion, accéléré, eh bien, on va avoir une phase où le rayon de Hubble est en train de croître. Donc si je prends un mode d'une longueur d'onde donnée, il est sub-Hubble aujourd'hui, il était super-Hubble dans le passé, mais en fait, on va pouvoir l'extrapoler dans une zone où l'univers est en accélération. Et donc, c'est ici qu'on va vouloir mettre les conditions initiales, et il va falloir être capable de trouver une procédure pour mettre les conditions initiales. Alors pour ça, le plus simple, c'est de voir qu'est-ce qui se passe, donc il y a quelques formules, avec un champ scalaire dans un espace de 2 tiers. Donc si j'écris l'équation de Klein-Gordon, elle ressemble à ça. Et si au lieu d'utiliser le champ scalaire, je le rescale par le facteur d'échelle ici, j'ai une équation qui est comme ça. D'accord ? Alors ça, c'est une équation qui est assez simple. Donc ici, vous avez le mode, la valeur du mode, donc la longueur d'onde, et puis le temps conforme. Et vous regardez comment cette équation se comporte. Alors vous pouvez la résoudre exactement. Bon, ce que vous pouvez voir, de toute façon, c'est que si ce terme est petit par rapport à celui-là, vous avez des oscillations, comme ça. Et si ce terme-là est petit par rapport à celui-là, eh bien, vous avez une solution qui est constante. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Vous avez la solution exacte, vous avez 2 modes parce que c'est une équation du second degré, et vous avez donc 2 conditions, A de k et B de k. Donc votre théorie, elle va être prédictive si je suis capable de déterminer ces 2 fonctions A et B. La question, c'est comment est-ce que je vais déterminer ces conditions initiales. Et ça a été proposé en particulier par Slava Mukhanov et Chibisov, ça aussi, vous voyez, en 81. Ils se sont dit, il faut prendre le fait que ce champ scalaire, c'est un champ quantique. Alors qu'est-ce que ça change si j'ai un champ quantique ? Donc comme je n'ai pas le temps de faire la théorie quantique des champs en espace-temps courbe maintenant, on va juste faire avec un pendule.
Si vous avez un pendule classique au repos, qu'est-ce qui se passe? Le pendule est au repos. Donc vous voyez, il a la position 0 avec une vitesse 0. Si vous prenez un pendule qui est un pendule quantique, eh bien, à cause des inégalités d'Heisenberg, un dpdx de l'ordre de h bar, eh bien, vous avez que votre pendule il oscille un petit peu et vous vous posez la question, quelle est l'amplitude de ces oscillations? Donc vous avez des oscillations qui sont comme A cosinus la fréquence des oscillations. Eh bien, vous voyez que l'amplitude, à cause de cette chose-là, me dit que l'amplitude va comme 1 sur le racine de la fréquence. Donc ça, c'est la mécanique quantique standard qui vous dit que comment un mode d'une certaine fréquence, quelle est l'amplitude de ce mode. Alors si on fait ça, on a l'évolution d'un mode, donc je vous ai dit, pendant la phase d'inflation, le mode est de petite longueur d'onde par rapport au rayon de Hubble, donc il oscille. Je connais l'amplitude de cette oscillation. Il va, à cause de l'expansion, sa longueur d'onde va grandir. Il va devenir super Hubble, il va y avoir une amplification de ce mode et surtout, il va se geler à une certaine valeur donnée. Donc ça, c'est l'évolution de ce mode pendant l'inflation. Donc voilà comment ça se passe et voilà exactement le scénario de formation des grandes structures. Donc vous êtes dans l'ère d'inflation, la mécanique quantique vous dit que l'amplitude de ce mode va 1 sur racine de k. À cause de ce phénomène, ce phénomène-là ici, vous voyez, on va avoir un facteur 1 sur k qui va apparaître, on le voit ici, parce que c'est ce terme-là qui va commencer à dominer, donc on a 1 sur k qui vient en plus, parce que, voilà. Donc vous avez votre spectre à la fin de l'inflation va comme 1 sur racine de k au cube, et ça, c'est exactement les conditions initiales que vous allez avoir au début du modèle de formation des structures, qui ensuite vous allez multiplier par la fonction de transfert qui vient de la croissance des perturbations sous l'effet de la gravitation. Ce terme-là va dépendre de la quantité de matière, de radiation, des neutrinos, de tout ce que vous voulez. Et c'est ça que vous allez observer. Donc ce que vous observez aujourd'hui, c'est un mélange entre ce qui se passe pendant l'inflation, donc la dynamique ici et ces conditions qui viennent de l'ère quantique, et l'évolution des perturbations. Et c'est ça que Planck, Jean-Loup va nous le dire, modélise avec quelques nombres. Mais sauf que pour chaque modèle, on doit être capable de calculer. Donc ce n'est pas exactement 1 sur racine de k, il y a une petite déviation par rapport à ça. Et donc on a des prédictions qui sont des prédictions génériques très claires. On n'a pas de perturbations vectorielles, on a des perturbations scalaires. Elles doivent avoir une statistique gaussienne et un spectre invariant d'échelle. La même chose pour des ondes gravitationnelles. Et on peut dire quelque chose, le lien qu'il y a entre la quantité d'ondes gravitationnelles et l'indice spectral de ces ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore testé, mais qu'éventuellement, on sera capable de tester dans le futur. Pour le reste, tout le reste est en accord avec les observations. Donc ça, je le saute. Donc ça, Thibaut n'est pas là, mais c'était un peu pour lui aussi, parce que je sais qu'il aime beaucoup ça. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit, et je vais dire, c'est la petite cosmologie avec le petit c. On peut relier aux observations du fond diffus cosmologique. Et bien sûr, ensuite, on peut rentrer dans des spéculations et se dire, ce modèle, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'univers, finalement, sur des choses que je ne peux pas observer? Eh bien, on se rend compte que si le champ scalaire est haut dans son potentiel, les fluctuations quantiques sont du même ordre que la dérive classique. Là encore, on peut décrire ça en termes d'équations de Langevin ou de Fokker-Planck. Et on peut se rendre compte que l'univers l'inflation va rester éternelle. Donc en fait, si on pousse ça jusqu'au bout, on pourrait prétendre que l'univers, c'est un ensemble, c'est un espace-temps qui a une géométrie que personne n'est vraiment capable de décrire, qui est en inflation éternelle, et que parfois, il y a des zones de l'univers où le champ scalaire va en dessous de cette limite et se met finalement simplement en inflation, mais ne peut plus rester en inflation éternelle. Donc ça, c'est une sorte de bulle d'univers, et que nous, aujourd'hui, nous observons qu'une petite partie de cette bulle. Donc en fait, on fait des observations sur une toute petite partie, et on pourrait imaginer que ça révélerait cette structure-là. Mais bien sûr, pour passer des observations de Planck à cette image-là, vous voyez, je passe du petit c au grand C. Donc je vais m'arrêter là. J'ai juste fait une liste de questions. Je pense qu'elles peuvent être intéressantes, ça je ne vous le passe pas. C'est les questions qui sont finalement les questions actives aujourd'hui dans la cosmologie. Comme je vous ai dit, il y a le problème du lithium. Ça, c'est vraiment un problème entre les observations et les prédictions théoriques. Il faudrait comprendre, on sait mesurer la quantité de baryons dans l'univers, savoir sous quelle forme sont ces baryons. Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est des étoiles? Comment est-ce qu'on fait le bilan des baryons? C'est quelque chose qui est encore mal connu. Comprendre la fin de la chambre, comment se forment les premières étoiles, comment est-ce que l'univers est rayonisé. La validité, ça c'est un point de vue théorique, la validité de la théorie des perturbations et le lien avec les simulations numériques. Bien sûr, la compréhension de la nature physique de la matière noire, le problème de la constante cosmologique et son lien à l'accélération de l'univers. On a parlé de l'inflation, mais quelle est la microphysique de l'inflation? Parce qu'il faut relier ça à des théories physiques dans lesquelles ce champ scalaire s'articule avec les champs du modèle standard de la physique des particules. Comment est-ce que l'on connecte exactement l'inflation à la phase du Big Bang Show? J'ai beaucoup de questions en fait. Les questions, c'est déjà...
Mais ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le problème de la bas création, donc je vous ai dit, on a fait un phénomène, on a fait cette moyenne un petit peu à la va-vite. Est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? Et est-ce qu'il y a des contre-termes qui font que finalement la dynamique n'est pas celle que l'on croit? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet des toutes petites échelles sur les observations, comme ce que je vous ai montré sur les supernovas? On est un univers dans lequel il y a de la complexité. On est là pour en parler, tout ça. Est-ce que c'est naturel? Comment est-ce que cette complexité émerge dans l'univers? Est-ce que les lois de la nature sont réglées finement pour cela? Alors, j'en ai pas parlé. Je vous ai dit, le point 4, c'était la possibilité d'une topologie de l'univers. Est-ce que l'univers a une topologie? Est-ce qu'on peut la détecter? Aujourd'hui, on a des contraintes. On sait que l'univers, on ne pourrait pas faire la distinction si l'univers est plus grand que 1,15 fois le rayon de l'univers observable. Est-ce qu'on peut tester les hypothèses sur lesquelles repose le modèle, comme la validité de la relativité générale, du principe copernicien sur des grandes échelles? Qu'est-ce qu'on fait de la singularité initiale? Et tout ça, bien sûr, comme on a une singularité initiale, c'est le lien aux théories quantiques de la gravitation. Donc vous voyez, la cosmologie nous ouvre en fait plein de questions d'astrophysique, de physique, mais aussi de modélisation. Parce que souvent, le problème, ce n'est pas simplement la théorie physique ou les observations, c'est comment est-ce qu'on passe des théories physiques à ce modèle cosmologique qui est un modèle qui est moyenné sur des grandes échelles et là qui est quelque chose de difficile à réaliser. Donc en fait, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça, c'est qu'on a trois vraiment aspects qui sont importants, qui sont la physique fondamentale, comment à partir de cette physique fondamentale j'obtiens un modèle et surtout qu'aujourd'hui on est capable de comparer ce modèle avec des observations qui sont de précision et de précision croissante, mais qu'améliorer la précision des observations c'est une chose, il faut aussi améliorer la précision des prédictions que l'on fait. Là, il y a aussi beaucoup de travail théorique à faire. Je m'arrêterai là. J'étais un peu long, mais voilà. Merci.